Le plateau africain de ce mois s'honore de recevoir les 3 chefs de la diplomatie de l'Alliance des États du Sahel, avec nous donc pour analyser la conjoncture sociopolitique au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Son Excellence Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali. Excellence, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Avec nous également son Excellence Karamoko Jean-Marie Traoré, il est le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur. Excellence, merci d'être au plateau aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Et notre troisième invité, son Excellence M. Bakary Yahou Sangaré, il est le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens de l'extérieur. Excellence, merci d'être à Lomé. Bonsoir. Oui. Et je vous rappelle justement, vous êtes dans la capitale togolaise, dans le cadre de la 2e édition du Lomé Peace and Security Forum, LPSF, qui vient de s'achever d'ailleurs. Excellence, pour commencer, qu'est-ce que vous en retenez d'utile pour les peuples de l'Alliance des États du Sahel? Excellence, Monsieur Diop. Non, merci infiniment pour la question. D'abord, nous nous réjouissons que le Togo et Lomé maintiennent cette tradition d'hospitalité, de dialogue, de main tendue et de fraternité avec nos pays, et que chaque fois qu'il y a une opportunité, qu'on puisse nous associer et que nous partagions nos perspectives, nos problèmes, et que nous puissions aussi écouter les perspectives qui viennent des autres. Donc en soi, le Forum sur la paix et la sécurité de Lomé est un espace important de dialogue, d'interaction pour avoir un diagnostic, mais aussi proposer des solutions par rapport à l'Afrique et la diversité des participants tant au plan africain, avec la présence de représentants de gouvernements, de pays africains, anglophones, francophones, lusophones, arabophones, etc. Et puis la participation d'acteurs des universités, du monde académique, de la société civile, du secteur privé, mais aussi le fait qu'il y ait aussi des représentants qui viennent de l'extérieur du continent, d'Europe, du Pakistan, etc. Nous pensons que la liberté de ton qu'on a ici, vraiment l'espace, l'ouverture qui est donnée à tout un chacun, permet en toute confiance de venir et de trouver cet espace qui nous permet de parler en toute franchise et sans vraiment trop de protocoles. Monsieur Traoré, est-ce que ce forum a été instructif pour vous également, eu égard aux conclusions qui ont été tirées? Oui, je me dois d'abord de saluer véritablement la vision qui a milité à la réalisation de ce forum et saluer les plus hautes autorités du Togo de mettre en place un tel cadre, comme l'a dit le ministre Diop, qui nous offre l'opportunité d'échanger. Pour moi, c'est un peu comme une sorte de bourse du savoir, un cadre de dialogue où la spontanéité, la sincérité, la richesse des débats nous permettent, en tant qu'Africains, de mieux nous comprendre, d'échanger sur des problématiques partagées et d'apporter des nuances quand il le faut, apporter les discours par les acteurs vrais. Parce que vous n'ignorez pas qu'aujourd'hui, l'un des plus gros problèmes que nous avons, justement, c'est le travestissement de l'information, surtout sur l'Afrique. Et il est important que de tels cadres orientés sur la paix et la sécurité en Afrique puissent rassembler des Africains venant d'horizons divers pour leur permettre d'apporter leur regard et de se comprendre mutuellement. Et en cela, je pense que nous repartons très satisfaits des grandes thématiques qui ont été abordées, qui vont de la question de la jeunesse, la question de l'intelligence artificielle, la question de la responsabilité politique. Bref, des thématiques aujourd'hui qui nous permettent d'avoir une lecture beaucoup plus juste sur des questions majeures concernant non seulement l'Afrique, mais aussi nos pays respectifs. Est-ce que le Niger a trouvé son compte également dans ce forum de Lomé? Bien sûr, merci. Bien sûr, je voudrais d'abord remercier, comme mes autres collègues, cette initiative. C'est la 2e édition. Si le Burkina et le Mali ont trouvé leur compte, forcément le Niger a trouvé son compte. Si on est venus tous les 3 ensemble, c'est parce qu'on a coordonné avant. Donc, et ce n'était pas la première édition, donc il n'y avait pas de surprise. Déjà, on sait de quel genre de forum il s'agit. C'est
un cadre d'échange, un nouveau type de gouvernance informelle qui permet de mettre la lumière sur les grands problèmes nigériens, les grands problèmes africains, les grands défis auxquels l'Afrique fait face, et de tenter de trouver des solutions africaines. Et hormis les débats dans les panels, qui sont très interactifs à la différence des réunions conventionnelles où ce sont des discours qui sont prononcés. J'apprécie le réseautage, le fait de rencontrer plein de monde, de pouvoir échanger et surtout des opportunités comme celle-là, parce que ce n'est pas facile de nous avoir à 3 pour une interview. Je trouve que l'année passée c'était avec Alain Focal, cette année c'est avec vous. Je trouve que c'est autant d'opportunités qui sont là que nous offre le forum. L'autre chose que je voudrais dire, pour souligner justement l'importance, quand il y a eu la première édition, nous on était bannis de tous les forums. Il y avait notre première sortie à l'extérieur et qui nous a permis, c'était le ministre de l'Intérieur, le général Toumba, qui a assisté. Et il a eu, on va dire qu'il s'est lâché. Et il a dit toutes nos préoccupations et toute notre frustration par rapport au silence complice de la communauté internationale face à l'injustice que le Niger subit et au-delà du Niger, les autres pays de l'AES. Et donc ces rendez-vous sont très importants, notamment pour l'AES, parce que ça permet quand même aux 3 pays de s'ouvrir sur le monde là où les autres tentent de vous mettre en autarcie. Voilà, exactement. Bon, ça c'était avant, comme dit une publicité, avant quand j'étais, la fille de mon père. En réalité, c'est que maintenant, enfin, on se battait pour pouvoir accéder au forum. Aujourd'hui, l'AES est devenu, c'est imposé. On va dire qu'on nous négocie même pour aller dans des forums. Ça est imposé, mais pas pour tout le monde, parce qu'il reste des pays encore... Il n'y en a pratiquement pas, il n'y a qu'un seul, la France. C'est le seul pays. Aujourd'hui, dans tous les forums, les pays, les organisateurs n'hésitent pas à nous inviter et ça nous permet de donner notre vision de la chose. Surtout qu'on a demandé de ne pas parler du Sahel sans les Sahéliens. Parler de nous sans nous, c'est comme, j'ai l'habitude de le dire, c'est comme si on veut raser la tête de quelqu'un à son absence. Donc comme la sécurité c'est un défi mondial, c'est une préoccupation au plan mondial, alors les gens, les pays qui organisent ce genre de forum nous invitent pour avoir notre version de fait parce que nous sommes dans le vécu. Alors je voudrais qu'on reparle un peu du Togo, Alliance politique africaine, Peace and Security Forum, Congrès panafricain. Que pensez-vous finalement de l'activisme diplomatique du Togo dans ce contexte mondial actuel en mutation et marqué par des bouleversements de tout genre, des crises multiformes? Que pensez-vous de cet activisme diplomatique du Togo, Excellence Abdoulaye Diop? Je crois que l'action diplomatique du Togo, pour pouvoir ouvrir la porte à différents acteurs, pour continuer à maintenir le dialogue, à chercher des solutions pour la paix, la sécurité en Afrique de l'Ouest sur le continent, n'est pas nouvelle. Tous les chefs d'État togolais ont œuvré dans le même sens parce que le Togo a une politique et une vision constante par rapport au fait qu'elle veut, en tout cas il veut, et la ville de Lomé veut être un cadre de dialogue des factions libériennes ou sierra-léonaises dans le temps du président Yadema, ont l'habitude de venir ici, de conclure des accords. Et nos pays, quand nous avons connu des difficultés, Lomé a toujours gardé la porte ouverte pour nos pays, a maintenu la solidarité pour pouvoir faire ce travail. Et nous pensons que les initiatives nouvelles du Togo par rapport dans le cadre de l'Alliance politique africaine, comme dans le cadre du Forum sur la paix et la sécurité, s'inscrivent dans le cadre de cette trajectoire que le Togo s'était déjà choisi pour continuer à servir
de cadre de dialogue, de cadre pour rechercher des solutions, et un cadre aussi d'ouverture où des acteurs de tous horizons se rencontrent pour pouvoir partager des analyses, mais surtout rechercher ensemble des solutions. Donc nous ne pouvons que féliciter le président du Conseil, notre frère le ministre Robert Dussé et le Togo pour le maintien de ces caps, et nous souhaitons, je pense que tous les pays africains et tous les pays ouest-africains devraient adopter une telle posture, parce que dans notre tradition africaine, quels que soient les problèmes, nous devons continuer à nous tendre la main, à maintenir la solidarité, à nous parler, à cheminer ensemble, à nous entraider également. Le Togo, finalement, c'est un frère, un complice, un sympathisant ou un futur adhérent à l'Alliance des États du Sahel? Non, je dirais que c'est beaucoup plus un État qui a articulé sa diplomatie autour du réalisme. Beaucoup de pays font malheureusement l'erreur de se laisser dominer par des principes, quand bien même souvent cela va à l'encontre de certains équilibres. La diplomatie togolaise a pour moi été de très longue date articulée autour de cette aspiration au dialogue, à la paix, a toujours laissé les portes ouvertes. Et cette posture, on l'a toujours ressentie. Que la sous-région soit en crise, on sent toujours la posture de Lomé, qui est toujours une posture d'ouverture, une posture d'équilibre, une posture articulée sur le réalisme. Donc, ce n'est pas une question de complicité, c'est une question plutôt d'aller vers une analyse objective des situations et surtout ne pas se laisser dominer par des visions qui viennent d'ailleurs. Et je crois que ça fait vraiment l'identité de la diplomatie togolaise, qui a une démarche purement authentique, on va dire souveraine, maîtrisée et orientée sur les valeurs endogènes, les valeurs africaines, qui sont les valeurs de l'arbre à palabre, échanger et ne jamais fermer la porte aux frères. Nous sommes, en tant qu'AES, aujourd'hui mieux placés pour le dire, parce que nous avons tous été témoins de cette solidarité à des moments souvent difficiles. Et nous avons vu la posture du Togo qui a toujours été nuancée par rapport à certains autres États. Voilà. Alors au Niger, c'est à peine si vous ne regrettiez pas d'avoir fait passer votre uranium ailleurs. L'uranium, c'est clair. C'est-à-dire qu'on a tout misé sur le port de Bénin. C'est dans ce cadre qu'on a eu l'ABN. Et puis un certain nombre d'accords avec le port autonome de Cotonou pour faire passer. Mais on s'est rendu compte que en fait c'était une erreur. C'était une erreur de tout miser sur un seul port et de ne pas avoir un plan B. Et, la preuve, c'est que ce qui est arrivé. Et jusqu'ici, nous tentons de recoller les morceaux, les torts que cette sanction a causé à notre pays. Mais de l'autre côté, à quelque chose de malheur est bon, on dit souvent. Ça nous a permis non seulement de nous rendre compte que ce n'était pas une bonne stratégie, mais ça a permis aussi à ces pays-là de comprendre que nous sommes interdépendants. Le fait que c'est vrai que ça nous prive de l'accès, de l'arrivée des matières par le chemin le plus facile, le chemin le plus court, mais toujours est-il qu'on a d'autres possibilités. Or, ces pays qui ont ces ports, si nous, les pays enclavés, nous ne les utilisons pas, et c'est une perte sèche. Nous, c'est le coût ça va jouer sur le coût, comme ça le fait actuellement sur pratiquement tous les produits importés. Mais de l'autre côté, les ports que nous ne fréquentons pas, eux, ils ont fermé, pratiquement. Et quand on quantifie en termes de pertes, c'est que la rallonge ou le supplément que cela nous demande, je suis presque certain que ça n'atteint pas la perte que l'autre pays, l'autre pays, le Bénin, si pour l'appeler par son nom, la perte qu'il subit. Donc c'est une interdépendance et nous sommes en train de travailler pour faire en sorte que l'enclavement, au lieu d'être un handicap,
soit plutôt une opportunité. Pour ouvrir une parenthèse, la frontière avec le Bénin reste fermée. Est-ce que le pétrole, finalement, ça coule Mais justement, c'est ça le paradoxe. C'est-à-dire que le pétrole coule. Le pipe est là, le pétrole coule, même au moment où c'était encore plus difficile, où il y avait vraiment la sanction avant la levée de l'embargo, le pétrole n'a pas cessé de couler. C'est un accord qui a été exempté de l'embargo. Donc c'est pour vous dire que ce que je disais ce matin, je disais que dans les relations internationales, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de pitié. Que des intérêts. Il n'y a pas de philanthropie, il n'y a que des intérêts. C'est pour ça que vous allez voir un pays sur deux questions identiques prendre deux positions différentes. Donc, ce sont des intérêts qui commandent, pas seulement les intérêts du Bénin, mais aussi les intérêts du Niger et des Chinois qui font que ce pétrole continue à couler. Mais sur la question de la frontière, est-ce que les discussions continuent? Vous avancez ou c'est le statu quo? C'est très difficile qu'on avance. Vous savez pourquoi? Imaginez-vous quelqu'un qui dit qu'il veut s'en prendre à votre vie. Votre voisin vous le loge, mais il ne se contente pas seulement de le loger, il vous dit de laisser votre porte ouverte. Parce que c'est ça la situation. Nous, on a des problèmes avec les Français, ils ont clairement dit qu'ils feront tout pour nous déstabiliser. Le fait que le Bénin ait une coopération militaire avec la France, c'est souverain. Ils peuvent le faire. Mais si vous le faites à notre frontière, ne demandez pas de maintenir notre frontière ouverte. Nous voulons bien que cette frontière soit ouverte, mais pas à n'importe quel prix. Parce que la sécurité, elle est avant tout. Et tout le reste là, tant qu'il n'y a pas la sécurité, ça ne servira à rien. Donc pour nous, la priorité, c'est la sécurité. Ouais. Alors, Excellence, M. Diouf, dans la déclaration finale de la 3e conférence ministérielle de la PAL, l'Alliance politique africaine, tenue le 2 juin à Lomé, vous affirmiez que la stabilité, la prospérité de l'Afrique passe par la maîtrise souveraine des domaines de défense, de sécurité. Pour vos 3 pays, quels sont vos faits d'armes en matière de souveraineté relativement aux moyens, aux stratégies de défense et de sécurité? Aujourd'hui, nos pays ont fait des sauts qualitatifs importants malgré la désinformation pour renforcer la sécurité, intensifier la lutte contre les groupes terroristes. Mais ce qui est important, c'est que nos pays ont pris en main notre défense et notre sécurité. Nous avons défini collectivement des actions à mener ensemble en tant que Confédération des États du Sahel. Et aujourd'hui, au-delà des opérations conjointes qui sont conduites par nos forces de défense et de sécurité, nous évoluons vers la mise en place d'une force unifiée pour vraiment mutualiser l'ensemble des moyens. Et au mois de décembre dernier, nous avons décidé, en tout cas nos ministres de la Défense sous la conduite de nos chefs d'État ont décidé que l'espace du Burkina Faso, du Mali et du Niger sera considéré comme un théâtre d'opération unique et les efforts sont accentués. La pression est très forte aujourd'hui contre les groupes terroristes. Des succès importants sont remportés. Et naturellement, le terrorisme auquel nous faisons face aujourd'hui est aussi en pleine évolution parce qu'il ne s'agit pas de groupes isolés que nous combattons. La nature a changé. Les partenaires comme la France ou d'autres avec lesquels nous avons des différends politiques profonds se sont mués en soutien clair à des groupes terroristes auxquels ils apportent conseils, moyens logistiques, soutien, en aidant même à ce que certains pays voisins puissent héberger ces groupes. Et aujourd'hui, nous savons qu'avec l'Ukraine et certains pays voisins, des formations sont données à ces groupes terroristes avec des équipements, y compris en drone. Mais cela ne nous dissuade pas, nous allons continuer les efforts et aujourd'hui, je peux vous dire que nos pays contrôlent leur territoire, comme cela n'a pas été le cas où il y avait des groupes, dans le cas spécifique du Mali, où des groupes tenaient des pans importants de nos territoires nationaux. Aujourd'hui, nous avons récupéré ça, nous continuons. Et naturellement, aujourd'hui, dans le cas du Mali, vous avez suivi plus récemment,
ce terrorisme-là a pris d'autres dimensions. On ne s'attaque plus à des cibles dures comme les camps militaires, etc. Mais on s'attaque aux populations civiles, on s'attaque aux infrastructures civiles, les usines, on s'attaque aux chantiers de construction de routes, on s'attaque aux camions-citernes qui approvisionnent le pays. Et quel est l'objectif recherché? Parce que ces camions, c'est l'argent des citoyens maliens, des opérateurs privés maliens qui vont acheter de l'hydrocarbure pour les populations maliennes. Donc on peut se demander, ces groupes-là cherchent quoi en définitive? Donc il y a cette évolution, mais nous nous adaptons, nos stratégies s'adaptent. Ce qui est sûr, c'est que nos populations ont compris ce qui est en jeu et nos populations sont derrière les forces de défense et de sécurité. Et nous demeurons déterminés à poursuivre ce combat jusqu'à une pacification complète de notre espace, mais dans un esprit de solidarité et dans une combativité de tous nos pays. Pour ouvrir une parenthèse sur la question du carburant, est-ce que c'est le retour à la situation normale aujourd'hui à Bamako? Il y a des perturbations, ça il faut le reconnaître, parce que bon, il y a eu des camions qui ont été détruits et l'État est en train de se réorganiser et d'apporter des escortes militaires pour ces convois. Naturellement, cela demande une certaine organisation, ce qui peut affecter la fluidité qu'on avait. Le nombre de camions qui passaient par jour va nécessairement diminuer pour pouvoir entrer dans le schéma logistique des forces de défense et de sécurité pour pouvoir accompagner. Vous avez vu il y a quelques jours des convois importants de 300 camions citernes qui sont entrés à Bamako, escortés par les forces de défense et de sécurité. L'État malien, les forces de défense et de sécurité feront tout pour assurer un approvisionnement. Et ces perturbations ne nous dissuadent pas. Je crois que la population comprend et salue les efforts des forces de défense et de sécurité parce que nous estimons que notre pays va continuer à avancer, à assumer ses choix. Et nous sommes dans une guerre par procuration. Parce qu'aujourd'hui, ces groupes, avec leurs sponsors étatiques étrangers, ont décidé d'asphyxier économiquement nos pays qui ont montré une capacité de résilience extraordinaire. Et cette capacité de résilience va continuer. Et nous demeurons déterminés à rester debout, à assurer le fonctionnement de nos États et à faire en sorte que nous puissions combattre et éradiquer ces groupes qui n'ont aucun agenda que de répandre le malheur, la destruction. Et voilà. Monsieur Sangaré, il a été dit à une certaine époque par quelqu'un qui sait de quoi il parle, que les forces terroristes sont mieux équipées, sont mieux armées que les forces armées nigériennes. Est-ce que vous avez pu faire des progrès avec le renversement du régime? Est-ce que les forces armées nigériennes ont acquis des capacités supérieures aujourd'hui? Est-ce qu'elle est souveraine, l'armée nigérienne? Donc, nous, ce qu'on a fait après le coup d'État, maintenant que nous avons des leaders patriotiques qui sont jaloux de la souveraineté et de l'indépendance de notre pays, nous avons fait partie d'abord les bases. Parce que si nos armées sont restées faibles, mal équipées, si elles le sont, moi je ne crois pas que nos armées étaient faibles, peut-être sous-équipées. Mais notre armée, elle est animée par des fils du pays, des patriotes, des militaires qui ont l'amour du pays et qui c'est pas pour la première fois qu'ils défendent le territoire national. Donc, mais il y avait des contraintes. Donc la première contrainte, c'était les bases militaires. Il y en avait, je ne sais même plus combien au Niger. On les a fait toutes partir. Et à partir du moment que ces bases sont parties, parce que jusque-là, c'était de la sous-traitance. Notre armée, à la limite, on nous disait ne vous en faites pas, on va vous défendre. Mais depuis quand un pays peut sous-traiter, un pays indépendant peut sous-traiter sa sécurité? C'est impensable. Donc nous avons fait partie des bases militaires. Quand on a fait, ça a eu 2 ou 3 avantages. Le premier, c'est le fait que notre armée ait gagné en autonomie. Avant, quand il y a une attaque, il fallait attendre que le blanc qui donne l'ordre, il n'était jamais pressé de le faire. Un. Deuxièmement, ça nous a fait ressortir la nécessité d'équiper davantage
notre armée, qui était sous-équipée. Donc, le fait que nous ayons pris conscience et accepté de prendre en main notre sécurité, il nous fallait acquérir des armements qui nous permettent de faire face, pas aux terroristes. Les terroristes, c'est des... Non. Nous, la guerre qu'on mène, c'est contre la France. C'est clair. Ces armements, les types d'armes... Depuis quand vous avez vu un terroriste qui n'a jamais été à l'école manipuler des drones ou avec des armes de dernière génération? Donc, notre combat, c'est pas une guerre. Nous ne sommes pas en guerre contre le terrorisme, nous sommes en guerre contre la France. C'est clair. Ou si nous sommes en guerre contre le terrorisme, nous sommes en guerre contre un terroriste qui est sponsorisé par procuration. Donc, le départ de l'armée française nous a permis aussi de couper les sources d'approvisionnement. Les terroristes, ils ont de plus en plus de mal à s'approvisionner. C'est pourquoi maintenant ils s'attaquent aux stations d'essence, ils s'attaquent aux services partout où on peut stocker, il y a un stockage isolé de carburant, ils s'attaquent parce qu'ils ont des difficultés pour ça. Or avant, ils avaient l'essence à la demande. Et pas seulement l'essence, la nourriture, ils avaient aussi le renseignement, la formation, l'assistance technique, tout. Donc, ça a rendu les choses plus compliquées. Nous savons que jusqu'ici, ça continue. Nous avons des services de renseignement qui le suivent. Donc, ça, c'est le deuxième avantage. Le troisième avantage qu'on a tiré, c'était le fait qu'on mutualise nos forces. Si la France était là, jamais on n'aurait pu nous mutualiser, avoir cette force unifiée là. De 5 000 hommes. De 5 000 hommes. Même les opérations conjointes, on n'aurait jamais pu les conduire. Aujourd'hui, nos forces elles ne peuvent même pas vous dire combien d'opérations conjointes elles ont eu à conduire. Oui, mais comment allez-vous résoudre le problème de financement de cette armée unifiée, alors qu'au G5 Sahel, par exemple, vous avez passé plusieurs années sans engranger un seul centime? Mais c'est que la politique de l'AES, c'est que nous faisons la politique de nos moyens. Nous n'attendons rien de personne. S'il y a un pays qui veut nous venir en aide, il est le bienvenu. Mais, a priori, c'est-à-dire... d'abord sur vous-même. Nous comptons d'abord sur nos propres moyens. Et nous mettons plus de 25-30% de nos budgets pour équiper. On en a fait une priorité. Avant, ça n'était pas une parce qu'on se disait qu'il y avait des étrangers, il y avait de la force française, il y avait la force Barkhane et tout ça là, qui était là pour... Donc, le G5 a échoué parce que le G5 n'a pas été conçu pour combattre le terrorisme. Le G5 n'a pas été conçu pour... C'était un bébé mort. Il n'était pas conçu pour vivre. Donc, nous, aujourd'hui, les trois pays, qu'on le veuille ou pas, nous sommes en train d'engager des résultats sur le terrain. Donc, et ça, c'est grâce essentiellement à la mutualisation de nos efforts. Oui. Non, je pense que vous faites très bien d'évoquer cette question parce que je pensais à cela lorsque vous avez évoqué la question de la défense. Et cet ancien chef d'État, le président Bazoum en question, lorsqu'il disait ces terroristes, je revois encore l'image, ils sont plus forts que nos armées. Je pense qu'il savait exactement de quoi il parlait. Pour prendre le cas particulier du Burkina, lorsqu'on nous a fait le rapport, c'est à perdre la tête. Les soldats mutualisaient les fusils. Et vous avez 4 soldats pour un fusil. Une Kalachnikov. Quel que soit leur courage, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça? Et nous avions des soldats valeureux et courageux. Lorsqu'ils sont au front et qu'il y a une troupe qui va pour relever ceux qui sont au front, alors la troupe qui va pour la relève part désarmée pour aller utiliser des fusils qui sont sur place là-bas. Et ceux qui sont au front, eh bien, ils se partagent. Pendant qu'il y a un qui tire, il y a l'autre qui charge. Quel que soit votre courage, c'est très très difficile. Et on leur demandait souvent de tirer, comme on dit, coup par coup. Et vous avez en face de vous des gens qui viennent avec des demi-barriques remplies de munitions. Donc quand ils disaient cela, ils savaient exactement ce qu'ils disaient. Mais ce qui a changé,
c'est que nos armées ont totalement changé de visage. Vous avez vu exactement les efforts qui ont été faits par les 3 pays, par l'acquisition de moyens aériens, par l'acquisition de véhicules blindés, par l'acquisition de munitions, par l'acquisition de fusils. Aujourd'hui, vous allez au Burkina Faso, jusqu'aux volontaires pour la défense de la patrie, ils sont équipés en fusils, en munitions, en casques. À partir de ce moment, le combat change de visage. Le ministre Diop a parlé tantôt de la peur des cibles dures. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que ceux qui mutualisaient les fusils ou qui manquaient à peine, qui n'avaient même pas de chaussures pour faire le terrain, aujourd'hui, ils sont en situation de maîtrise du terrain. Et c'est ce qui a permis carrément d'inverser la tendance. Nous avons au Burkina Faso connu des situations où le pays était quasiment coupé en deux lorsque le président Traoré arrivait au pouvoir. Mais ils étaient sur l'axe Bobo-Ouaga. Je ne sais pas si vous connaissez le Burkina Faso. C'était les 2 capitales. Ils étaient en train de couper le pays en deux. Mais ça a changé. Aujourd'hui, vous pouvez circuler. Comme on dit, il y a carrément une récupération de 72% du territoire. Ça n'aurait jamais été capable si on était dans cette configuration. L'autre indice qui montre qu'il faut véritablement avoir le contrôle de ses armées et exercer sa souveraineté sur son organisation, sa structuration. Nous avions dans le temps des convois qui mettaient des mois. Pour parcourir 100 km, ils te font 1 mois. Mais aujourd'hui, non seulement ils le font en un temps record, mais ils le font quasiment presque sans perte. Avant, ce n'était pas possible. Des soldats vous disent que nous savons qu'en quittant, si on arrive au complet, on ne va pas retourner au complet. Et nous avons eu des soldats qui ont géré cela pendant des mois. Aujourd'hui, ça, vraiment, c'est du passé. Donc, nous avons cet engagement-là qui vient confirmer effectivement ce que Diop avait dit en son temps. Et effectivement, il faut travailler à construire des armées fortes, puissantes, souveraines. Nous sommes aujourd'hui au Burkina Faso, ils sont à un stade où ils sont en train de réfléchir sur leur propre doctrine. Ça, il le faut, parce que vous ne pouvez pas aller apprendre à combattre dans la neige et puis revenir ici pour vous retrouver dans les épineux, voilà, au désert. Voilà. Ouais, en ce qui concerne le Burkina Faso, vous êtes passé de l'ère des Kalachnikov mutualisés à l'ère des vecteurs aériens. Vous ne cessez d'acheter du matériel militaire. Est-ce que finalement, ce n'est pas une surmilitarisation? Jusqu'où vous voulez vous arrêter? C'est très bien réfléchi et pensé. Ceux qui font cela le font sur la base d'une évaluation. L'acquisition des moyens est en lien avec d'abord la gestion de cette conjoncture, la sécurisation, mais ça va au-delà. Il faut stabiliser, il faut accompagner et il faut assurer la défense du territoire. Je pense qu'il faut vraiment rester dans cette vision-là. Je ne suis pas un spécialiste de la défense, mais lorsque vous voyez l'évolution de la situation dans les 3 pays, c'est justement pour ça, parce que notre fragilité est partie de cela. Le ministre Sangaré l'a dit tantôt. Et vous confiez votre sécurité à quelqu'un qui prend le café pour prendre la décision de faire décoller un hélicoptère. On l'a vécu au Burkina plusieurs fois. Nous avons perdu des hommes parce qu'un officier expat s'est assis quelque part, il n'a pas pris la bonne décision au bon moment. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas une surmilitarisation, non. Il y a des acquisitions pour donner l'image d'un État qui peut discuter. Comparé à ceux qui ont des ogives, des milliers d'ogives, je pense que ce que nous sommes en train de faire, c'est d'abord pour rétablir la paix et c'est en lien avec la dimension qu'on veut donner à notre espace, la dimension qu'on veut donner à la Confédération. Mais pour le Mali, je peux le compléter un peu avant votre question, je m'excuse de vous interrompre. Non, je vous en prie. Vous savez, notre stratégie militaire et nos plans d'acquisition des équipements répondent à une évaluation, à nos besoins et aux menaces sur le terrain. L'espace dont nous parlons, c'est près de 2 800 000 km². J'imagine que c'est proche probablement de l'Europe occidentale, donc c'est un espace extrêmement vaste. C'était ridicule
qu'on ait par exemple 5000 des éléments de force Barkhane pour couvrir un espace qui faisait 2 à 3 fois cela. Et si je prends le cas spécifique du Mali, les efforts qui ont été faits pour répondre à ça, il y a 5 ans, le Mali ne volait pas de drones. Donc même l'évolution technologique qu'il y a eu au Burkina, au Mali et au Niger, aujourd'hui nos pilotes sont formés, nos forces de défense et de sécurité sont formées à l'utilisation de drones et de moyens technologiques dont nous disposons. Donc c'est un saut qualitatif. Et lors de la célébration de l'accession du Mali à l'indépendance, vous avez fait un défilé militaire où vous avez montré vos muscles. Bon, ça c'était important. Je crois que pour continuer à rassurer nos Maliens, le Niger, le Burkina, chacun de nous, on a fait ces efforts-là. Ce qui est important à retenir, c'est que pour le cas du Mali, certainement c'est le cas des autres pays, les efforts qui ont été faits pour équiper et former nos forces de défense et de sécurité pendant ces 5 dernières années ne l'ont pas été pendant les 30 dernières précédentes années, pour vous dire vraiment le niveau d'engagement. Et deuxième message à retenir, ces équipements ont été acquis sur la base de nos ressources propres. Sur la base de nos ressources propres. Et ce que nous demandons, c'est de pouvoir avoir des arrangements pour acquérir ces équipements. Et ça, c'est extrêmement important, vraiment, le fait qu'aujourd'hui, nous ayons pris en charge ces questions. C'est des efforts, des sacrifices importants pour lesquels nous saluons la contribution de nos partenaires. Mais comme mes collègues l'ont indiqué, le ministre Traoré, le ministre Sangaré, c'est que nous ne comptons pas sur d'autres pour venir faire ce travail-là à notre place. Nous le faisons par nos hommes, par nos dirigeants, avec nos propres moyens. Et nous avons des résultats malgré toute cette campagne de désinformation, malgré la mobilisation de tous ces médias mensonges que vous connaissez. Depuis la bataille de... Oui. Ce que je veux dire très rapidement, pourquoi c'est important d'équiper? Parce que même sur le moral des troupes, c'est important. Quand vous savez que vous êtes bien armés, et pas seulement, pour le recrutement aussi. Aujourd'hui, si vous voyez comment les gens se bousculent pour aller dans l'armée, quand on recrute, on a toujours une réserve qu'on n'arrive pas à puiser. Et vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils savent qu'ils ont les moyens, ils ont l'engagement, le patriotisme pour faire le boulot, mais ils savent aussi qu'ils ont ils auront à la fin, ils auront le matériel approprié pour mener le combat. Mais personne, quel que soit votre courage, vous verrez recruter dans une armée où vous mutualisez un fusil, ou bien où vous prêtez des cartouches. Donc, c'est aussi important pour ça. Donc, ça a permis à notre jeunesse de reprendre confiance en elle. Parce qu'en fait, tout ça, là, on le faisait pour que la population ait l'impression que l'armée est incapable de les défendre. Nous avons tous nos chefs d'État qui sont venus par le coup d'État. Ils ont mis en avant la sécurité. C'était l'un des mobiles, en tout cas, qui a conduit dans nos 3 pays à ce qui est arrivé. Donc il fallait faire en sorte de montrer aux populations que cette armée est incapable de défendre et de faire douter la population des capacités de notre armée. Un des indicateurs les plus palpables des succès que vous engrangez sur le terrain, c'est sans doute la reconquête de Kidal. Après, il y a eu la bataille de Tanzawaten. Pratiquement, il me semble, les femmes se sont débrouillées pour retrouver l'intégrité du territoire malien. Alors, on entend de temps en temps, ces derniers temps, des blocus imposés par les forces terroristes. Est-ce que c'est vrai? Comment ces blocus, malgré les moyens dont vous disposez, arrivent Dans quelle localité au juste? Parce que le Mali, quand même, est vaste. On parle de la région de Kidal ou vous voulez dire dans tout le territoire? Non, sur l'ensemble du territoire. Est-ce que vous avez des blocus imposés par les groupes terroristes qui empêchent les populations de circuler vers Bamako? Bon, nous, on l'apprend plus sur ces médias dits mensonges qui sont là à compter les morts. Chaque fois qu'on tue nos citoyens, chaque fois qu'on tue nos militaires, c'est des corbillards. C'est eux qui sont là à annoncer des chiffres. Il y a eu ceci, il y a eu cela. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas de difficultés sur le terrain. Nous n'avons pas dit que ces groupes maintiennent encore une capacité de mener des opérations et de poser des attentats, de s'attaquer aux villages, aux populations. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, nous ne reculons plus. Nous sommes à l'offensive. Nous remportons le succès. Nous avons des capacités militaires de faire face, d'inverser la vapeur et de créer vraiment des dommages chez l'ennemi.
Et nos troupes sont aujourd'hui mobilisées pour aller de l'avant. Nous voudrions pouvoir maintenir plutôt ce message que d'être là. Quand nos armées remportent des succès militaires, ça ne fait pas la une des journaux dont vous parlez. Donc, mais nous n'allons pas dans leur narratif. Nous faisons confiance à nos forces de défense et de sécurité. Nous invitons nos populations à faire confiance à nos forces de défense et de sécurité, à écouter nos médias officiels et les communiqués officiels de nos forces de défense et de sécurité par rapport à ce qui se passe réellement sur le terrain. Mais nous sommes aussi dans un environnement de guerre informationnelle dont nous devons être conscients. Donc les gens veulent gagner des victoires sur les plateaux de radio, sur les plateaux de télévision qui ne sont pas des victoires sur le terrain. Le président burkinabé Ibrahim Traoré a récemment déclaré que la guerre va vite prendre fin grâce à l'apparition d'un phénomène, l'albinos noir. De quoi s'agit-il, monsieur le ministre Traoré? Une nouvelle arme redoutable, une nouvelle stratégie militaire ou une nouvelle monnaie, la nouvelle monnaie tant attendue de l'AES? Non, je pense que si nous avons suivi la même interview, je ne suis pas sûr qu'il ait dit que ça va prendre fin grâce à l'albinos noir. Nos armées font déjà un excellent travail sur le terrain. Ils progressent tous les jours et c'est ce qui a permis d'être à plus de 72% aujourd'hui du territoire. Il a effectivement mentionné l'albinos noir. Je pense qu'il faut attendre de voir et on le saura tous ensemble. Mais cela dit, je dois dire que la fin de la guerre, il l'a toujours annoncé et les progrès, il a toujours fait un point. Et aujourd'hui, il y a plusieurs indices qui montrent une amélioration des situations, pas seulement au Burkina. Et comme l'a dit le ministre Diop, il y a une sorte de pollution médiatique, pollution sur les réseaux sociaux, qui tend toujours à présenter nos pays comme si la situation ne fait que s'aggraver. Moi, je suis arrivé en retard ici aujourd'hui parce qu'il y avait un forum des investisseurs au Burkina Faso. Ils étaient 1100 délégués. Ils sont venus de 48 pays. Et j'ai reçu quelques-uns en audience. Et tous ceux que j'ai reçus m'ont fait le témoignage qu'ils ont été dissuadés de venir au Burkina. Et quand ils arrivent à l'aéroport, ils étaient révoltés. Ils étaient révoltés parce qu'ils se posaient la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'on nous empêche de venir ici? Il est clair que ceux qui distillent ces discours sur les réseaux sociaux et qui présentent nos pays comme des destinations interdites veulent sacrifier notre économie. Mais les investisseurs qui sont arrivés, ça fait déjà plusieurs semaines pour certains, ils ont fait le constat, ils s'y sont émergés et ils ont compris qu'il y a un sérieux problème. Donc, c'est vous dire que lorsqu'on parle de la fin de la guerre, je pense que nos pays n'ont jamais autant ressenti le parfum de la paix que ces derniers temps. Quand les militaires ont repris le dessus, quand les forces de défense et de sécurité ont retrouvé le moral et qu'ils ont repris le dessus et qu'ils ont permis à des populations de repartir dans leur village, de reprendre le travail, de labourer leurs champs, de repartir à l'école, de rouvrir les centres de santé. Pour nous, c'est ça les bons indicateurs. Les discours qui consistent à dire qu'il y a eu tant de morts là sans vérifier, à rester à 5 heures de vol de Ouaga, de Bamako ou de Niamey pour dire qu'il y a eu une hécatombe quelque part, je pense qu'il faut le prendre avec des pincettes. Et j'ai dit à plusieurs de ces forumistes-là, allez dire à ceux qui vous ont dissuadé que Bruxelles Airlines fait des vols journaliers à Ouaga. Ils ne vont pas mettre en danger leur appareil, que Turkish Airlines vienne à Ouaga et que toutes ces compagnies-là, ils font les aéroports des 3 pays. Vous pensez que ces gens-là, ils vont circuler dans nos pays si ils n'étaient pas sûrs de l'environnement? Vous avez suivi le président Tchani, la semaine dernière, il était sur le terrain. Il est parti dans une zone qui est présentée comme inaccessible. Et quand vous écoutez, vous avez l'impression qu'il suffit juste de sortir de l'avion et tout de suite, c'est des explosions. Mais ce n'est pas vrai. J'ai parlé aujourd'hui du rapport de la Banque mondiale sur le Burkina Faso. Allez-y trouver un seul pays où il n'y a pas une amélioration
et qui fait autant de prouesses dans le secteur économique. Vous avez eu d'ailleurs les félicitations de la Banque mondiale. Voilà. Alors donc, pour ceux qui ont du discernement, on ne peut pas perdre du terrain et pendant qu'on est félicité par la Banque mondiale pour les réformes, pour les performances économiques, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut comprendre. Et ça, je pense que c'est un appel à tous les Africains. Ce combat, il n'est pas burkinabé, malien, nigérien, AES. Ce combat, il est africain. Il faut qu'il y ait ce sursaut, qu'on comprenne qu'il y a un problème majeur qui est le nôtre et que nous devons nous mettre ensemble pour une fois pour adresser cette question. Beaucoup vous attendent au tournant d'une nouvelle monnaie. Est-ce que vous réussirez à la frapper finalement, peut-être à la faveur de la présidence de l'UEMOA confiée au Burkina? Mais tout ça, nous en parlerons dans la seconde partie du plateau africain. Nous marquons une pause pour une édition de journal. On se retrouve dans 10 minutes pour la suite.